bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Nous en sommes à l'épisode numéro 45. Alors je ne sais pas si je dois encore présenter le podcast, s'il y a des nouvelles personnes, des nouveaux passionnés qui s'ajoutent. Sachez que c'est un podcast qui reçoit un ou une nouvelle invitée à chaque épisode et dans lesquels on parle bien de crochet, de passion, de communauté. Alors pour commencer, vous avez peut-être vu sur mes réseaux ainsi que sur ma chaîne YouTube, je viens de sortir un nouveau tuto, sac à dos singe que je me suis bien amusée à faire. Je retourne un petit peu dans mes habitudes créatives. J'avais un petit peu laissé de côté mes créations personnelles étant très concentrée sur le podcast. Je vais essayer de m'organiser au mieux pour pouvoir jongler avec les deux et ne pas perdre cette créativité qui, je pense, est très importante. Donc voilà ce dernier tuto qui est en ligne et qui est très simple à réaliser. Vous pouvez vous y mettre quel que soit votre niveau. À savoir que ce n'est pas un tuto en pas à pas, c'est un tuto où je vous explique comment réaliser la création sans vous montrer chaque maille. Ça vous fait gagner beaucoup de temps si vous crochetez déjà et si vous ne crochetez pas déjà, dans tous les cas, vous serez obligé d'apprendre les bases pour vous lancer. Donc voilà pour ce tuto et justement avec celui-ci il y a une petite nouveauté qui s'est mise en place. Alors si vous regardez sous la vidéo, juste à côté de mon logo sous le titre, il y a un petit bouton avec noté rejoindre. Si vous cliquez dessus, vous tombez sur une fenêtre qui vous affiche rejoignez cette chaîne et avec plein d'infos. Alors en fait l'idée c'est simple, c'est que vous réglez à YouTube 1,99€ par mois et ça vous permet de faire partie d'un club privilège on va dire du podcast. Donc je l'ai appelé Pelote Privilège et je me suis amusée à créer des petits badges pelote, donc pelote bronze, argent, or, selon la durée de votre abonnement. Si vous choisissez de rester abonné pendant longtemps, eh bien, vous aurez un badge qui passe à la couleur supérieure. C'est un abonnement qui est possible à résilier à tout moment, qui est prélevé tous les mois sur votre compte. Vous avez également des petites emojis pour avoir un côté fun quand vous commentez sur le chat ou dans les commentaires. Donc voilà pour l'histoire des badges et des emojis. Et alors cet abonnement vous permet d'avoir accès à plusieurs choses. En premier lieu, accès aux vidéos en avant-première. Donc c'est ce qui s'est passé avec ce tuto singe. Il a été posté 3 jours avant pour les membres premium et donc vous avez un décalage. Vous avez dans tous les cas accès à mes vidéos gratuitement, mais cet abonnement vous permet d'y avoir accès un petit peu avant. Cet abonnement vous permet également de soutenir ma chaîne. Et ben oui, du coup, si vous vous dites mais c'est tellement génial tous ces podcasts et tous ces tutos, j'adore, allez, je mets mes petits 2€ par mois. Et ben moi, ça me fait super plaisir. Je me dis que pour vous, c'est important, que ça fait sens et que vous avez envie de me soutenir. Vous êtes derrière moi, donc ça, c'est le gros plus pour moi. Vous pouvez aussi avoir une reconnaissance spéciale, donc je peux vous mentionner dans ma chaîne, je peux parler des nouveaux arrivés, un abonnement premium, enfin ça vous donne un petit côté, vous êtes sous les projecteurs on va dire, uniquement si vous en avez envie. Et vous pouvez également m'envoyer votre Instagram si vous êtes créateur ou créatrice et que vous souhaitez profiter de la popularité du podcast pour partager votre Instagram. Je vous mettrai dans les descriptions de mes vidéos avec le lien vers votre Instagram. Ça vous fait en plus un petit peu de publicité. Donc je vous donne ces vidéos, je vous donne beaucoup de temps et toutes ces petites choses en plus comme l'Instagram en avant, l'accès aux vidéos en avant-première et vous, en contrepartie, eh bien, vous êtes prélevé de ces 1,99€. Je vous avoue que je ne touche pas, moi, les 1,99€. YouTube se sert au passage. Mais bon, on remercie quand même YouTube qui me permet de partager toutes ces vidéos avec vous. C'est quand même quelque chose de très positif. Et voilà, donc je vous ai tout dit sur ce côté pelote privilège. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me rejoindre puisque c'est ce qui me montre que vous êtes aussi impliqués dans cette communauté, dans tout ce que je mets en place pour partager cette passion. Donc le podcast fonctionne pareil. C'est-à-dire que le podcast, des fois, il m'arrive, si j'arrive à être en avance, il m'arrive de le mettre en ligne un mercredi ou un jeudi. Ça vous évite d'attendre jusqu'au dimanche. De toute façon, il sera disponible pour tout le monde le dimanche comme d'habitude, mais il peut être disponible avant pour les membres premium du coup. Alors, en parlant de tout ce côté communauté, tout ça, il y a aussi à savoir que le jeudi 20 mars, j'organise, si vous ne l'avez pas encore vu,
un apéro mailles et délices à Pélussin, au même endroit que mes rencontres crochet. Sauf que là, c'est en soirée, donc le concept est un petit peu différent. L'idée, c'est de venir vous détendre avec vos pelotes, votre crochet et de rencontrer du monde, mais aussi de vous amuser. Et j'ai prévu pas mal de petites animations très sympas avec des lots à gagner à la clé. Si vous êtes dans le coin, dans la région, même si vous êtes seul, je serai là toute seule moi aussi. Je vous invite à nous rejoindre, à venir et à profiter de cette soirée. Vous avez donc toutes les informations sur cette affiche. Vous pouvez vous inscrire pour être sûr d'avoir de la place puisqu'on a un nombre de places limité. Mais vous pouvez aussi m'envoyer un message quelques heures avant en disant « Allez, je me décide, est-ce que je peux venir quand même ?» Et je vous dirai s'il reste encore de la place, il n'y a pas de problème. Si vous êtes trop loin et que ça vous fait rager, vous vous dites « Oh non, chez moi, il n'y a pas ce type de soirée, j'aimerais y aller », j'ai également mis en place un groupe WhatsApp qui nous permettrait de crocheter et tricoter ensemble face à notre thé, notre café. L'idée, ce serait de faire une conversation en live où donc on est chez soi, donc il n'y a pas cette question de route et de kilomètres, et on peut échanger, papoter tout ensemble. J'attends qu'on soit 10 pour pouvoir lancer la conversation ensemble. L'idée donc c'est de faire une visio, une sorte de grosse visio. Vous n'êtes pas obligé bien sûr de filmer votre visage, moi je vais filmer mes mains qui crochettent. Et puis voilà, donc on peut parler et échanger. J'ai créé un lien WhatsApp que je mets dans la description. Vous pouvez cliquer dessus et ça vous ajoutera au groupe après mon acceptation, bien sûr, pour éviter les casse-pieds qui nous mettent plein de pubs. Si vous n'avez pas WhatsApp, c'est très facile à utiliser. Il suffit de l'installer sur votre téléphone en téléchargeant l'application et puis c'est parti. C'est quelque chose d'assez simple. Autrement, c'est une conversation que je peux diffuser en live sur YouTube et qui vous permettrait de discuter et d'échanger via le chat YouTube que je lirai pendant la conversation WhatsApp. Si ça vous donne envie, si vous voulez tester l'idée de vous mettre derrière votre écran avec votre crochet, votre tasse de thé, cliquez sur le lien et je vous ajoute. Si vous vous posez des questions sur comment ça se passe exactement, ça vous inquiète un peu, envoyez-moi des messages et je vous explique tout plus en détail. Voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Avant de passer au côté invité, créatrice, vos créations, eh bien on va tout de suite accueillir Débo Créa et sa rubrique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans ma rubrique, je vais vous parler de crochet, mais aussi de décoration. J'aimerais vous donner quelques idées pour utiliser le crochet comme une déco chez vous. Donc la première, que je pense que vous avez peut-être déjà vu, c'est de faire des plantes au crochet. Et il y a un livre super pour ça, c'est celui de Socroche, Adorable Jungle, où vous avez énormément de modèles. Et du coup, moi j'ai fait par exemple celui-ci qui est super mignon. Et ce qui permet de faire des plantes au crochet, déjà si vous n'avez pas la main verte, c'est sûr que votre plante ne va pas mourir. Et surtout, vous pouvez personnaliser les couleurs. Par exemple, moi j'ai utilisé un vert un peu flashy, orange, voilà, pour assortir à ma déco. Donc ça, c'est super chouette. La deuxième idée, du coup, c'est utiliser vos poupées pour une chambre d'enfant, par exemple. Moi, pour ma fille, j'ai fait une petite poupée, je l'ai mis sur une étagère, comme vous pouvez voir sur la photo. Ou même si vous avez des thématiques, moi j'ai une petite ludothèque où on a des jeux de société, et on a un coffre, et on a mis notre petit chevalier et princesse. Voilà, ça peut vraiment donner une petite touche de couleur sympathique et surtout unique. Et la dernière, du coup, petite astuce aussi, c'est moi j'adore recycler en fait la décoration. Il y a des choses, des fois, sont très simples, comme des petits pots, des choses comme ça. Et en fait, vous pouvez utiliser des petits modèles à plat que vous pouvez coller dessus. Ou même, là, avec ma petite Marguerite, vous pouvez trouver le tuto gratuit sur mon site. Vous pouvez même recycler des cadres, faire sur des pots, ou voilà, des choses où vous trouvez que ça manque un peu de couleur. Vous pouvez rajouter une petite touche de crochet et ça fait tout de suite un peu unique. Voilà, vous faites votre décoration en vous et ça donne du volume, de la couleur. Moi, je trouve ça super chouette. Donc voilà, j'espère que la rubrique vous a plu, ça vous a donné envie de faire de la décoration et du crochet. Et je vous dis à bientôt.
Merci beaucoup Débo pour cette rubrique. Et c'est vrai, je n'avais pas pensé au côté petite fleur dans un cadre qu'on n'utilise pas. Ça peut rendre super bien et ça décore tout de suite joliment un objet qu'on peut laisser de côté parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Donc c'est vraiment une excellente idée, comme à chaque fois dans les rubriques de Débo Créa. Bien entendu, je vous mets en description le lien du tuto Marguerite gratuit dont nous parle Débo dans sa rubrique. Et bien on va tout de suite passer à la présentation du livre de notre invité du jour, donc le livre que vous voyez à l'écran d'Élise d'Italie au crochet, réalisé par notre invité l'univers de la Lue. Alors c'est parti pour la présentation. J'avais déjà le livre d'Élise du Japon au crochet que je m'étais offert parce que j'avais beaucoup aimé l'idée. Et donc on va parler aujourd'hui de d'Élise d'Italie au crochet. Donc c'est un livre qui a 120 pages, qui vous propose 40 pièces de dinette à réaliser, qui est au prix de 21 € aux éditions Créa Passion. Donc il est écrit par Lorraine, qui est l'univers de la Lue, que nous allons recevoir juste après. Comment il est fait ce livre? Alors, vous avez déjà un sommaire au début qui vous permet de trouver facilement tout ce que vous souhaitez trouver dans le livre. Et ensuite, vous avez des catégories, on va dire, avec différents tutos. Donc, vous avez des photos très sympas et tous les tutos qui sont expliqués. Et après, vous passez aux catégories suivantes. Alors, l'idée est très bien. Par exemple, la pizza, pour des enfants, c'est royal, puisqu'ils peuvent jouer en mettant la sauce tomate, en mettant les petits morceaux de jambon, enfin, tout ce qu'on peut retrouver sur une pizza, des champignons, enfin, il y a de tout. Donc, c'est un peu de boulot en crochet parce que ce sont des petites pièces, mais je pense que c'est un régal pour les enfants qui ont ensuite ce type de jouet dinette. On continue, il y a les plats typiques. Il y a les produits du marché. Donc moi j'ai réalisé le piment de Sicile qui est très simple à réaliser et très bien expliqué. Il y a également des desserts, tout le côté sucré avec plein de petits accessoires. Vous avez les glaces à l'italienne. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour faire une dînette italienne complète et pour bien s'amuser. Ce que je pense de ce livre, je le trouve bien conçu, je le trouve bien organisé. Il est très pratique. À la fin, j'aime bien. Moi, j'aime toujours ce côté où on peut avoir un petit mot de la créatrice, l'endroit où la trouver. C'est très bien conçu. Il y a aussi tout l'aspect technique. C'est un livre qui s'adresse aux débutants. Donc, vous avez tout le pas à pas pour connaître tous les points, apprendre toutes les techniques. Donc, c'est aussi une sorte d'encyclopédie du crochet si vous souhaitez apprendre à crocheter. Donc pas besoin d'acheter un livre pour apprendre les points plus celui-ci si vous en avez envie. Vous pouvez directement acheter celui-ci, il y a tout ce qu'il faut. Je parle souvent du côté négatif et positif, donc je vous ai fait le tour du côté positif. Côté négatif, pour moi ça manque un peu de couleurs. J'aime beaucoup, vous savez, ces nouveaux livres avec des QR codes, des couleurs de partout. Et c'est vrai que dans les explications écrites, mieux vaut avoir un petit post-it ou une petite règle pour s'y retrouver parce que après, alors vous avez les tours bien entendu colorés, mais visuellement c'est un peu compliqué pour moi. Si j'avais un point négatif à mentionner, puisque j'aime bien quand même faire aussi, sinon vous allez vous dire elle aime tout le temps. Bon, voilà, donc le petit point négatif serait peut-être ce manque de couleurs un peu flashy, un peu pour donner des explications, et même au niveau des photos, les couleurs sont un petit peu moins flashy que ce que l'on trouve aujourd'hui dans le commerce. Après, il est très bien, hein, c'est juste pour avoir quelque chose à dire. J'ai été aussi surprise, je n'ai pas lu à fond tous les tutos, mais j'ai été surprise, par exemple pour la glace, il me semblait qu'elle était faite avec des mailles serrées en brin arrière, et dans l'explication, je n'ai pas vu ce côté mailles serrées en brin arrière. J'ai été un petit peu surprise de voir que la photo n'était peut-être pas à 100% ce qui était expliqué. Alors, peut-être que je me trompe. Lalu, si tu veux bien mettre un commentaire sous la vidéo pour expliquer à tout le monde comment tu as fonctionné pour les photos, c'est une question que j'ai oublié de te poser. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'a surprise. J'ai été aussi surprise par, ça y est, du coup je me lâche, mais non, le livre est bien, hein, je vous le dis quand même, le livre est très bien. Ce qui m'a surprise, et c'est la première fois que je vois ça, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez vu, les premiers tours ne sont pas comptés. Comment vous dire? J'ai essayé de faire l'huile d'olive. On démarre avec 6 mailles serrées dans un cercle magique.
Et ça, ce n'est pas le tour 1. Le tour 1, ce sera le tour des augmentations. Et c'était également la première fois que je voyais ça. Pour moi, on fait un cercle magique. Le tour 1, ce sera le tour avec les 6 mailles serrées. Le tour 2, le tour avec les augmentations. Et du coup, il est vrai que j'avais commencé à faire cette petite fiole et je ne comprenais pas. Je comptais mes rangs, je ne tombais pas sur la bonne ligne parce que je comptais ce tour comme un tour 1 et non comme un tour 0. Et ça, c'est vrai que ça m'a un petit peu perturbée parce que je n'ai pas trop compris. J'ai mis un certain temps à comprendre que j'avais compté ce tour en tour 1 alors qu'il était considéré comme un tour 0. Donc voilà pour ce que je dirais côté négatif de ce livre. Du côté positif, je dirais que les créations sont très intéressantes. On ne les croise pas partout, d'ailleurs on les croise même nulle part. C'est la première fois que je vois de telles créations. Les explications sont claires. Et de toute façon, comme je vais le dire plus tard dans l'interview, Lalu est disponible pour vous répondre si vous êtes coincé sur quelque chose. Je pense qu'il n'y aura aucun souci. Si je devais encore donner un avis personnel, c'est toujours personnel, jamais, je n'ai pas la parole sainte sur le crochet. Délices du Japon crochet, je l'ai adoré. J'ai vraiment adoré cet ouvrage. D'ailleurs, je suis devenue une accro. J'arrivais pas à m'arrêter. J'ai créé la moitié des tutos pour une dinette tellement c'était agréable, fluide. Rien à dire. Vraiment, ce livre, si je devais vous le conseiller, allez-y, foncez. Le Délices d'Italie, je me suis moins régalée. Alors peut-être est-ce une question de goût. Les sushis, ça me parle plus que l'Italie, possible. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Sur les 2 livres que Lalu a sortis, si j'avais un livre à conseiller à acheter au crochet, ce serait celui-ci sans hésiter. Après, celui-ci, il vient de sortir, il faut peut-être qu'il fasse ses preuves, mais pour mes goûts perso, celui-là correspond largement à ce que je préfère. Voilà pour cette présentation. Je vous montre aussi que mes présentations sont très honnêtes. Je ne caresse pas dans le sens du poil les créatrices que je reçois. Je veux que cette présentation soit quelque chose de très honnête et que vous puissiez vous fier à ce que je dis pour vos achats. Donc voilà clairement ce que je pense de ces 2 livres que je trouve quand même très bien et que je valide. Et voilà pour cette présentation. Un grand merci à Créapassion de m'avoir envoyé cet ouvrage. On va tout de suite continuer avec vos créations qui sont en lien avec l'univers de Lalu. On commence avec Sunday et compagnie qui nous présente ces jolis petits citrons et la tarte citron meringuée qui est dans les tutos de l'univers de Lalu et qui nous donne envie d'être en été, d'être... ça y est, voilà, on veut les beaux jours. Même si j'entends de ci, de là que la neige va repointer le bout de son nez, voir des citrons et ce côté ensoleillé qu'ils apportent, ça fait beaucoup de bien. On continue avec Céline Mel qui a réalisé une petite dinette qui sort du livre Délices d'Italie dont on parlait précédemment, avec des napolitains, des madeleines, bref, un petit goûter gourmand pour plaire aux petits et aux grands. 2 petites mains à réaliser ces oranges qui sont toujours dans la collection patron de l'univers de Lalu et qui font très bien avec la dinette en bois pour la photo. Gwenali Shop a réalisé des sushis et des petits bols avec de la soupe et tout ce qu'il faut, tout ce qu'on aime bien prendre quand on va manger asiatique. Alors là, ça fait très sympa cette photo. Avec ce set en bambou, on s'y croirait. Ma Fabrique by Caro a réalisé des crevettes, des maquis, de la salade. C'est pareil, un petit plat que l'on a envie de déguster et qui est signé l'univers de Lalu, sauf la salade qui est signée Socroche. My Sweet Crochet a réalisé la lanterne qui se trouve dans le livre Délices du Japon au crochet, que j'avais moi aussi réalisé et qui est très réussie. Un grand bravo, elle est très très jolie. L'émailleuse a réalisé cette jolie salade de fruits qui donne envie une fois de plus d'être en été avec des kiwis, des fraises, des myrtilles, bref, des bouts de pommes. Il y a tout ce qu'il faut pour une salade de fruits bien complète et bien appétissante. Là aussi, je pense que c'est un régal pour les enfants d'avoir tous ces petits objets à trifouiller, à toucher, pour jouer. C'est vraiment très chouette. Gino Crochet a réalisé des M&M's. Alors ça aussi, c'est un péché mignon. Les M&M's, c'est très très bon et sont bien réalisés également.
On va terminer avec Hello qui pique et qui a réalisé ces 2 barres de Kinder Bueno ainsi qu'un petit chocolat avec, comme disent les Anglais, marshmallow on top, avec des petits chamallows sur le dessus. Ça donne vraiment envie. C'est très joliment mis en scène avec cette cuisine en arrière-plan. Et ce sont de bien belles créations que vous avez fait là. Un grand merci à vous de suivre les tutos et de crocheter toutes ces créations qui peuvent alimenter ma rubrique et que j'aime beaucoup partager. Merci aussi pour l'accueil que vous faites à mon podcast quand je vous mentionne et quand je dis que j'ai parlé de vous, c'est très agréable. On va continuer avec notre invitée du jour qui est donc Lorraine de l'univers de la Lue, que je vais accueillir tout de suite. Inutile de vous présenter l'univers de la Lue, n'est-ce pas? Puisqu'elle est déjà venue dans l'épisode numéro 7 de ce podcast où elle a répondu à toutes mes questions. Sachez quand même que l'univers de la Lue est une créatrice de dinettes au crochet et qui crée des petits objets bien jolis et gourmands. Bonjour Lorraine et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Je suis ravie de te retrouver pour parler de ton nouveau livre qui nous emmène cette fois en Italie. Après ton précédent ouvrage sur les délices au Japon, tu continues d'explorer le lien entre crochet et gastronomie à travers différents pays. J'ai hâte d'en savoir plus sur cette nouvelle aventure. Bonjour les auditeurs et bonjour Aurélie, merci de m'accueillir à nouveau dans ton podcast dédié au crochet, ça me fait très plaisir d'être là. Eh bien, c'est avec grand plaisir. Comme je le disais précédemment, tu viens présenter ton deuxième livre, Délices d'Italie au crochet. Ton premier était Délices du Japon au crochet. Alors, comment s'est passée cette nouvelle aventure? Est-ce que tu sens que tu maîtrises davantage le processus d'édition et de création? Alors, la conception de ce nouveau livre s'est passée aussi bien que le premier. J'ai la chance d'avoir une équipe au top du côté de la maison d'édition et donc c'est un vrai soutien. Moi, j'ai vraiment juste à me concentrer sur ce que j'aime faire, c'est-à-dire crocheter, sur mon domaine d'expertise aussi, écrire un patron de crochet le plus clair possible. Et le reste, c'est le travail de création. Ce qui est bien, c'est qu'on a une vision commune, il y a une vraie écoute de part et d'autre à chaque fois, et donc ça rend vraiment la conception du crochet très agréable. Oui, j'imagine que l'aide de la maison d'édition, c'est quelque chose d'assez important, puisque tu disais lors de ta dernière interview que tu écrivais ton livre seul avant de l'envoyer à la maison d'édition. Alors, est-ce que tu as procédé de la même manière cette fois-ci et est-ce que c'est cette façon de faire, c'est un choix qui te permet de garder une plus grande liberté dans ta création? Alors effectivement, pour le premier ouvrage, il était quasiment terminé quand je l'ai envoyé à Créapassion. Dans une volonté surtout de maximiser mes chances que mon manuscrit soit accepté en envoyant quelque chose qui était le plus abouti possible. Pour le deuxième, j'avais moins ce besoin de convaincre à tout prix, même si il est quand même là, le besoin de convaincre. Mais effectivement, j'avais déjà réalisé la majorité des créations du livre au moment de proposer Délices d'Italie. Et je pense qu'en fait, pour moi, c'est le meilleur moyen de convaincre de son potentiel. C'est plus parlant en tout cas de voir les créations déjà réalisées, plutôt que d'avoir juste une liste d'aliments et on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler au final. Mais effectivement, il y a peut-être un jour où on pourrait me dire non parce que le sujet du livre pourrait être considéré comme pas suffisamment vendeur auprès du grand public. Mais étant donné que j'en ai conscience, moi ça me permet déjà, on va dire, de me mettre soit un veto, de me dire je vais pas proposer ça parce que c'est beaucoup trop niche et donc le risque financier pour la maison d'édition serait trop important, soit de justement, au lieu de faire ça d'abord dans mon coin, etc., et de le proposer ensuite à ma maison d'édition, de plutôt en discuter avec elle pour voir si c'est un sujet qui pourrait les botter. Mais même si vraiment dans le cas j'étais très sûre de moi, je propose et qu'on me dit quand même non, c'est pas non plus une perte de temps absolue, puisque les patrons que j'aurais réalisés dans ce cadre-là pourraient être mis sur ma boutique indépendamment, donc voilà. Oui, donc rien n'est jamais perdu. Tout ce qui ne sera pas utilisé dans le livre, on pourra le retrouver de toute façon sur ton site.
Alors, ta maison d'édition, eh bien, elle est différente de ces maisons d'édition classiques, j'ai envie de dire, du monde créatif, parce qu'on connaît beaucoup les éditions de Sachs et Roll. Et c'est vrai que Créapassion, c'est une maison d'édition que je croise un petit peu moins dans mes présentations de livres. Alors, comment as-tu fait ce choix et pourquoi ? Créapassion, pour moi, c'était une maison d'édition de loisirs créatifs que j'avais très bien à l'esprit, au même titre que les autres, mais peut-être parce que je connaissais bien leur catalogue. Tout simplement. Mais effectivement, c'est une maison d'édition qui était assez petite, bien qu'elle soit bien diffusée. Et donc, je peux comprendre qu'elle soit moins connue des autres. Et en fait, quand j'ai commencé à vouloir envoyer mon projet de Délices du Japon pour être publié, j'ai fait une liste évidemment de toutes les maisons d'édition qui existaient sur ce sujet. Et j'avais mis en top priorité, on va dire, les maisons d'édition où il y avait déjà des livres de dinette en fait présents dans le catalogue, parce que du coup, si c'est un sujet qui les intéresse à un moment, c'est peut-être un sujet qui continue de les intéresser. Et donc en fait, j'ai envoyé en premier mon manuscrit à ces maisons d'édition-là. Donc, je l'ai envoyé à une grande maison d'édition qui ne m'a jamais répondu, et je l'ai envoyé à Créapassion, qui a dans son catalogue La Marchande de Nathalie Petit. Et Créapassion m'a répondu tout de suite. Et en fait, le contact s'est hyper bien passé. On s'est direct bien entendu. Moi, j'aimais aussi la charte graphique de leur livre, donc j'étais assurée d'avoir un beau livre, on va dire, une fois qu'il serait sorti. Et du coup, banco, j'ai décidé de travailler avec eux, et c'est une décision que je ne regrette pas du tout, parce que vraiment, notre collaboration se passe super bien. Et aujourd'hui, en plus, Créapassion, c'est devenu une marque d'une plus grosse maison d'édition, et c'est vraiment super, parce que ça nous donne plus de moyens pour nos projets, pour tous ceux qui travaillent à Créapassion, donc c'est vraiment cool. Que du positif alors. C'est vrai que des fois, les gros poissons sont plus compliqués à convaincre ou à interpeller. Donc, tu as bien fait de te diriger vers une maison d'édition plus petite qui finalement, d'après ce que tu dis, est en train de devenir un gros poisson également. Donc, tu as eu le bon flair. Combien de temps t'a pris la réalisation de ce livre, du concept initial à sa sortie ? Au même titre que le premier, il m'a fallu un peu plus d'1 an pour que le livre voie le jour. Moi, j'ai commencé à travailler dessus alors que Délices du Japon n'était même pas sorti. Il venait tout juste de partir en impression, mais ayant eu l'aperçu avec ce premier livre du temps effectivement que ça prenait, je savais que je devais quand même m'y prendre assez tôt si je voulais que ça sorte cette année, en 2025. Donc j'ai commencé à travailler dessus dès décembre 2023. Où j'ai crocheté du coup les premières spécialités italiennes du livre. Et moi, au final, j'ai rendu mon manuscrit, donc toutes les explications, etc., septembre 2024. Et donc après, il y a eu tout le processus de création du livre, et il est sorti ce 13 février. Une année, c'est vraiment énorme en termes de travail et de conception. C'est quelque chose de... On a du mal à s'imaginer de toute façon que ça puisse prendre autant de temps quand on réalise pas des tutos, quand on rédige pas des tutos. Donc ça me surprend pas trop que ce soit aussi long. Donc un grand bravo pour ce travail qui demande énormément de temps. Et justement, la question suivante, c'est combien de temps te faut-il pour un seul tuto, c'est-à-dire pour le concevoir entièrement, de ton croquis jusqu'à la rédaction du tuto, jusqu'aux photos, jusqu'à toute la conception du tuto. Tu mets combien de temps pour un seul tuto ? Alors évidemment, ça dépend de la création. On se doute qu'il n'y a pas forcément le même temps de travail entre une petite burrata et puis une cafetière moka. Mais même en soi, pour les plus petites, comme par exemple les olives, c'est minimum une journée de travail, parce que même si c'est rapide à écrire, rapide à faire, sur des éléments comme ça, il faut les faire en plusieurs exemplaires pour que ça donne bien sur les photos. Donc ça prend du temps. Et pour les plus grosses réalisations, alors si vraiment je joue de bonne chance et que tout fonctionne bien du premier coup, c'est 2 jours bien pleins minimum, mais souvent c'est quand même plus, on est plus sur 3-4 jours.
J'ai effectivement plutôt de la chance, car souvent j'arrive à avoir le visuel que je veux du premier coup, même si ça n'empêche pas que finalement, genre 2 mois après, je décide de reprendre un élément de A à Z, car j'ai au final une meilleure idée en tête. Mais c'est très varié selon la grosseur, la complexité et le nombre de pièces qu'il faut. Oui, donc on comprend pourquoi il t'a fallu une année entière pour créer ces 40 pièces qui sont dans ton dernier livre. Alors, quelle partie préfères-tu dans la rédaction d'un ouvrage, d'un livre et au contraire, quelle tâche aimes-tu le moins? Sans grande surprise, la partie que je préfère le plus évidemment dans le travail d'écriture du livre, c'est la réalisation des pièces au crochet. Ça peut sembler évident. Mais en fait, ce que j'aime particulièrement, c'est vraiment au moment où j'arrive à la fin de la création et que je coche ma petite case qui correspond dans mon tableau de suivi, parce que c'est super gratifiant en fait de réussir à donner vie à une idée, mais ça l'est même encore plus quand elle prend place dans un plus grand ensemble qui finalement lui aussi prend vie petit à petit au fur et à mesure des projets qui se terminent. Donc c'est vraiment ce qui me motive le plus dans le travail d'écriture. Parce que bon, après la rédaction en soi c'est très mécanique, etc. Et la partie par contre que je préfère le moins, c'est très clairement la dernière relecture, la relecture des épreuves avant que ça parte à l'impression. Parce que c'est très stressant comme partie. À ce moment-là, généralement, je suis fatiguée du projet, j'ai déjà fait plusieurs relectures, etc. J'ai clairement plus les yeux en face du trou, puis il y a un peu ce côté répétitif, j'en ai un peu marre. Et même si à ce moment-là, je fais relire à des amis qui font aussi du crochet pour m'aider en fait à voir ce que mes yeux ne voient plus, il y a toujours cette peur qu'en fait il y ait une coquille qui reste et qu'elle passe à la trappe simplement parce que nos cerveaux respectifs ont corrigé l'erreur tout seuls au moment de la relecture, au lieu de sonner le petit bip bip, là il y a un truc à corriger. Et malheureusement, ça, j'ai presque envie de dire, ça arrive à chaque fois, on n'est pas infaillible, mais bon, c'est le jeu et je sais que ça arrive à tous les auteurs et en soi, c'est pas très grave à partir du moment où évidemment il n'y a pas une faute tous les 4 mots et que c'est très ponctuel et puis qu'on peut facilement indiquer aux gens s'il y a eu une petite bourde. Mais c'est pour moi vraiment le plus stressant, c'est la dernière relecture avant que ça parte à l'impression, parce que je suis pas au top de mes capacités et du coup j'ai peur des erreurs encore plus qu'habituellement. Alors je te rassure tout de suite, quand on achète un livre et que on voit qu'il y a des tas de tutos dedans et qu'on remarque des petites erreurs, bon, on se dit bon, ça fait partie de la création faite main aussi, puisqu'il y a un côté fait main et créatif dans la rédaction d'un livre. Et on se dit oui que nous ne sommes pas encore des robots, hein, peut-être un jour, mais pour le moment nous n'en sommes pas, et que l'erreur est humaine, comme tu dis, on peut être plusieurs à relire la même chose. Des fois, quand on a le nez dessus, et moi je l'entends quand je fais mes vidéos, je peux avoir le nez sur le podcast ou sur un tuto pendant des heures et le relire et le réécouter au moment final où tout le monde l'écoute en même temps que moi sur le live, eh bien j'entends les erreurs et je me dis mais c'est impossible que ce soit passé à la trappe. Donc je pense qu'il y a un moment où le cerveau se met en mode pause et nous on continue mécaniquement à faire ce qu'on a à faire, mais finalement on n'est plus aussi attentive à ce qu'on fait et c'est normal que quelques erreurs passent. Donc vous qui nous écoutez, si vous voyez des erreurs dans les livres ou si vous entendez des erreurs dans les vidéos, soyez indulgente. Et indulgente, c'est parce que on essaie d'aller au bout de notre capacité humaine et que des fois, eh bien, ça ne marche pas. Pour la partie crochet, je te comprends. Je pense que c'est une partie très agréable d'être dans la création, de découvrir jusqu'où on peut aller, de réfléchir à de nouveaux points, de les mettre en place. C'est quelque chose de très enrichissant et très agréable à faire. Alors, ton livre précédent était consacré donc aux délices du Japon, et cette fois tu nous emmènes en Italie. Penses-tu continuer à explorer d'autres pays à travers tes livres et tes créations? Oui, bien sûr. Vraiment, le thème de la cuisine du monde, c'est un thème qui est hyper riche et il y a vraiment beaucoup de choses à réaliser qui peuvent être extrêmement sympas.
dans des contextes, je dirais, différents, hein. Il n'y a pas de quoi faire un livre sur toutes les cuisines du monde spécifiquement. Même si j'avoue qu'il y a encore au moins un pays dont j'aimerais bien réaliser les spécialités à travers un livre, parce que je trouve qu'il y a vraiment matière à faire un très joli ouvrage. Ce sera pas le prochain, clairement. Je suis sur un autre projet, mais j'espère que le jour où je proposerai l'idée, elle saura convaincre et aussi que les ventes des précédents livres pourront appuyer sa candidature, si je puis dire. Mais après, à travers des patrons sur ma boutique, je dirais de manière classique, tout à fait. Parce que, évidemment, en fait, toutes les cuisines du monde, il n'y a pas forcément matière à faire un livre. Parce que les spécialités en question ne sont pas forcément toutes intéressantes à crocheter, ou alors même simplement le pays en question n'est peut-être pas suffisamment populaire pour parler à un grand public, et donc en faire un livre, c'est un pari qui est plus risqué. Mais sur des patrons PDF comme je le fais voilà, habituellement, totalement. Eh bien, tant mieux, on est impatient de découvrir de nouveaux mets et délices de pays différents. En tout cas, de mon côté, le premier livre sur le Japon m'a donné une irrésistible envie de manger des sushis. Et sur le second, c'est vrai que j'ai trouvé les glaces très sympas. Enfin, ce côté très italien, la glace à l'italienne, c'est très très chouette. Donc, merci encore pour tous ces ouvrages. Alors justement, on est parti au Japon, en Italie avec toi. Pourquoi avoir choisi ces deux destinations en particulier pour commencer? Est-ce que tes livres sont directement influencés par tes voyages? Pour Délices du Japon, je me suis vraiment laissée emporter par l'intérêt grandissant qu'il y a pour la culture de ce pays. Je le vois dans mon entourage, hein, mais aussi partout ailleurs. Et je trouvais que c'était intéressant de proposer ces spécialités qui se répandent en fait de plus en plus en Occident. Je veux dire, maintenant, les sushis, c'est aussi populaire que les hamburgers et les pizzas, donc ça fait vraiment partie de notre paysage culinaire. Et en plus de ça, ce sont des spécialités qui sont très colorées, qui sont très intéressantes à faire au crochet d'un point de vue technique, et donc avec lesquelles on peut vraiment jouer, et c'est vraiment parfait, je trouve, pour le jeu de la dinette. Et pour l'Italie, la raison, elle était, je dirais, beaucoup plus simple. C'est que les spécialités italiennes, elles font partie de notre culture culinaire depuis des décennies, en tant que Français, je veux dire. Pizza, lasagne, tiramisu, pâtes, enfin bon bref, c'est des grands classiques de nos habitudes alimentaires. Et donc leur consacrer un livre, ça me semblait vraiment indispensable, par justement leur présence assez importante dans nos habitudes alimentaires. En plus d'être un projet au final tout aussi riche et tout aussi ludique que Délices du Japon. C'est vrai que la cuisine italienne est proche de nous et que, comme tu dis, hein, les restaurants de sushi fleurissent un peu partout. Donc, ce sont deux destinations et donc deux types de cuisine qui parlent forcément à nous, Français. Et justement, comment tu choisis tous ces produits que tu mets dedans? Parce que c'est tellement vaste. Tu peux partir aussi bien sur des lasagnes, des pâtes, des glaces. Il y a tellement de produits différents, colorés et qui donnent envie d'être créés. Comment tu choisis les éléments que tu vas mettre dans ton livre? Alors, quand j'ai une idée de livre, comme ça a été le cas pour Délices du Japon et Délices d'Italie, en fait, je passe quelques heures quand même derrière mon ordinateur, en fait, à rechercher toutes les spécialités populaires de ces cuisines-là. Je fais une grande liste et après, je fais ma petite sélection. Donc évidemment, je vais garder tout ce qui est les grands classiques voilà, de cette tradition culinaire. Et pour ce qui est des spécialités, on va dire, qui sont un peu moins populaires, du moins en France, hein, évidemment, c'est toujours d'un point de vue francophone, je regarde en fait ce qui est intéressant à faire, car on reste quand même dans le domaine de la dinette, il faut qu'on puisse s'amuser avec, autant en tant qu'enfant qui joue voilà, à la petite marchande, au cuisinier, qu'en tant que personne qui le crochette et qui doit passer un bon moment en le faisant. Donc le visuel de l'aliment, il est très important. Et après, je m'adapte aussi au public parce qu'il y a des spécialités que je pourrais, mais que je peux pas vraiment faire non plus. Par exemple, pour Délices d'Italie, j'aurais adoré faire une bouteille de limoncello, car c'est une boisson qui est très représentative quand même de l'Italie, cette liqueur de citron. Mais ça reste de l'alcool, et ce serait quand même mal vu de le voir dans un livre de création en crochet pour enfants. Donc ce genre de spécialité, c'est pas retenu.
Donc voilà, il y a plusieurs critères, mais le premier, c'est surtout le côté visuel et ludique de l'objet en question. Oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé au côté limoncello pour la dinette qui est censée être pour les enfants. Ça n'a pas trop de sens. Donc, on comprend ce choix et on comprend que tu fasses des choix bien différents et bien réfléchis pour un livre complet. Et d'ailleurs, dans ce livre, quel est ton tuto préféré et pourquoi? Ça, c'est vraiment une question très très dure, car je dirais que chaque création a son petit truc qui fait que je l'adore. Par exemple, je rêvais depuis des années de me pencher sur la pizza, et ça m'a fait tellement de bien de pouvoir enfin travailler dessus que je pourrais dire que évidemment c'est celui-là mon préféré. Mais je pense que celui qui dépasse un peu tous les autres, c'est la pancetta. Je me souviens encore vraiment du moment où je l'ai terminé. J'étais très fière d'avoir réussi à faire ce que je voulais avec cette charcuterie, que par ailleurs voilà, j'aime énormément dans la vraie vie. Et donc, ouais, c'est un petit peu mon chouchou du livre. En effet, c'est une charcuterie qui fait très vrai. Et au contraire, quel tuto t'a donné le plus de fil à retordre, si on peut le dire ainsi? Il y a en fait 2 tutos qui m'ont vraiment particulièrement enquiquiné pour, pour ce livre, mais pour des raisons très différentes. C'est le tiramisu et la glace italienne. Alors le tiramisu, c'était parce que j'ai eu en fait beaucoup d'hésitations vis-à-vis du visuel. J'avais fait une première version, un peu complexe à réaliser, je dois dire, et ça m'a chiffonné pendant des semaines, ce point-là. Donc au final, j'ai tout repris à zéro, je suis partie sur quelque chose de plus simple, et vraiment je regrette pas parce que j'aime beaucoup le résultat, et je suis vraiment plus en accord. Car en fait, c'est pas parce que c'est plus compliqué à faire que c'est mieux, forcément, justement... moi j'aime bien l'idée que ce soit accessible vraiment au plus grand nombre. Et pour la glace à l'italienne, ce qui m'a fait vraiment des nœuds au cerveau, c'est les explications de l'assemblage. Et ça n'a vraiment pas été facile. Et au final, c'est un petit paragraphe qui a été écrit à 4 mains avec mon amie Claudie, donc alias Ohanaouk, qui du coup avait un regard avec plus de recul sur ce travail-là. Et ça m'a fortement aidé en fait à réécrire le paragraphe de manière plus compréhensible. Et c'est vraiment en fait tout l'enjeu d'un patron de crochet qui soit compréhensible au plus grand nombre. Et ouais, la glace italienne, l'assemblage, ça a été particulièrement compliqué. Alors, je ne veux pas te miner, mais il est vrai que je me suis lancée dans la confection de cette glace à l'italienne pour la présentation du podcast. Le cornet est très bien expliqué, il n'y a aucun souci. De toute façon, le point gaufre, c'est un point que l'on connaît bien. La glace en elle-même, donc la crème, la fraise ou le chocolat, c'est aussi très simple à réaliser selon la façon dont c'est expliqué. Cependant, comme tu dis, l'assemblage, pour réussir à faire ce petit tourbillon de la glace qui donne ce côté glace à l'italienne, j'ai trouvé ça très compliqué. Et pourtant, je manipule pas mal de livres de crochet, donc je commence à avoir l'habitude de différents types d'explications selon les créatrices. Et là, comme tu dis, je me suis fait quelques nœuds à la tête. Et finalement, cette glace, je l'avoue clairement, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Donc j'ai le cornet qui est fait, j'ai la crème. Mais cet assemblage a été tellement complexe et j'y ai passé pas mal de temps que je me suis dit que je ne tiendrais pas mes délais en matière de vidéo et je l'ai mise pour l'instant de côté. Donc, si vous achetez ce livre et que vous vous lancez dans la glace et que vous trouvez cela compliqué, ne faites pas comme moi. Prenez plutôt 5 minutes pour contacter l'univers de la Lune, chose que je n'ai pas faite, mais parce que, comme je le disais, j'étais à court de temps et je me suis dit que ça me prendrait encore plus de temps, donc je ne suis pas un exemple à suivre. Mais si vous envoyez un message à la Lune, il n'y a aucun problème, elle vous répondra. C'est une créatrice qui répond très vite. Et ça vous aidera à terminer votre ouvrage selon la façon dont vous abordez les choses. Donc voilà le petit bémol, moi, que j'ai trouvé sur ce livre. Les autres créations, je les ai trouvées bien conçues. Mais bon, de toute façon, je ne vais pas refaire toute la présentation que j'ai faite précédemment. Voilà mon petit bémol sur ce livre. C'est ce dont je parlais précédemment dans la présentation du livre. Donc c'est vrai que j'imagine qu'en explication, ça a dû être très complexe, puisque après, en réalisation, c'est aussi un peu compliqué. Alors, du coup, ce livre s'adresse à qui? Tu dirais plutôt aux débutants, aux crocheteurs confirmés, aux professionnels? À quel type de public tu as pensé en le réalisant? Délices d'Italie, c'est vraiment un livre qui veut s'adresser à tout le monde, comme Délices du Japon d'ailleurs.
Il y a vraiment pour tous les niveaux, c'est-à-dire que quelqu'un qui est débutant, il pourra sans souci se faire sa pizza, accompagnée d'un petit panettone, de jolies tomates. Et si à un moment il a envie d'un petit peu plus voilà, de complexité, il peut se tourner vers la cafetière ou même la mortadelle. Et pour des personnes qui sont plus expérimentées en crochet, je pense qu'en fait elles trouveront autant leur bonheur à faire des pièces qui sont pas trop prises de tête, comme la lasagne ou les biscuits amaretti, et elles sauront trouver un peu plus de défis avec des pièces comme la glace italienne par exemple, ou encore la sauce bolognaise des spaghettis bolo. Mon but c'est vraiment que ce soit le plus grand public possible. Jamais je ferai de livres qui ne s'adressent qu'à des professionnels, en tout cas parce que c'est pas ma philosophie créative. Moi j'ai envie de partager ma passion avec le plus grand nombre, et donc je veux faire pour le plus grand nombre. Eh ben, je pense que tu as parfaitement bien résumé ce livre. Il s'adresse aux débutantes qui peuvent tenter, même des très très débutantes qui peuvent tenter les olives par exemple, puisqu'il y a tout le côté technique aussi sur le livre, toutes les fiches techniques qui expliquent comment travailler tous les points. Et puis après, il y a pour les un peu plus confirmés, comme moi par exemple, cette glace à l'italienne qui nous fait sortir de notre zone de confort. Et si ces questions, on a envie de te les poser en live, est-ce que tu as prévu de présenter ton livre dans des salons créatifs ou alors tu organises des séances dédicaces peut-être dans les librairies proches de chez toi ? Alors, j'ai une séance de dédicace qui est prévue le 8 mars au magasin Cultura de Mérignac, donc à côté de Bordeaux, pas très loin de chez moi. C'est un événement qui est peut-être déjà passé au moment de la parution de ce podcast. C'est une initiative de ma maison d'édition et je la remercie vraiment pour ça, parce que du coup c'est la première fois que je vais pouvoir rencontrer en vrai des personnes que je connais qu'à travers mon écran ou un pseudo Instagram. Et même si ça reste un exercice qui n'est pas facile pour moi parce que je suis quelqu'un de très introverti et donc très timide avec des inconnus, qui aime bien rester dans sa grotte, en fait c'est quand même chouette de pouvoir rendre cette aventure entrepreneuriale et créative un peu plus réelle et moins virtuelle. Donc je suis terrifiée, mais c'est super quand même. Et par contre à côté de ça, j'ai pas d'autres événements prévus pour le moment. Alors en effet, le podcast a un petit délai, donc c'est déjà passé. Donc désolée de ne pas avoir pu diffuser cet épisode avant pour que vous puissiez avoir cette information. Après, je comprends tellement ce côté d'être terrifiée. Je l'ai été au dernier salon Knit It où je me baladais et où j'essayais d'aller saluer les crocheteuses que j'avais pu recevoir ou des crocheteuses que je connaissais pour parler du podcast. J'étais cachée derrière Crochetamaille qui me tirait en me disant « Allez, va te présenter ». C'est l'horreur. On est bien caché derrière notre écran. C'est parfait pour les plus timides. Bien que je ne m'estime pas être timide, mais quand même, c'est très impressionnant. Donc, je comprends tout à fait. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ta participation. Avant de conclure, est-ce que tu as un dernier mot à adresser aux auditeurs et aux auditrices ? Eh bien, tout d'abord, je voudrais réitérer mes remerciements à toi, Aurélie. Merci de m'accueillir une seconde fois dans ton podcast et de me permettre de parler de mon bébé de papier. Et bien sûr, merci à tous les auditeurs d'avoir pris quelques minutes de votre temps pour passer un moment avec nous. Si jamais vous aimez les projets de Dinette et que vous ne me connaissiez pas avant ce podcast, écoutez, je serais ravie de vous accueillir sur mes réseaux sociaux et également sur ma newsletter où je vous dévoile tous les coulisses et les projets en avant-première de l'univers de Lalu. Je vous attends sur toutes ces plateformes pour qu'on partage ensemble cette passion. Et puis, longue vie à ce podcast, Aurélie, qui, je suis sûre, pour beaucoup, est un petit moment parenthèse dans le quotidien qui fait du bien. Donc, voilà. Merci beaucoup. Eh bien, merci pour tous ces compliments. Bien entendu, je partage dans la description, juste en dessous de la vidéo, le lien du site internet et de l'Instagram de l'univers de Lalu pour que vous puissiez aller farfouiller et découvrir un peu plus son univers. En effet, ces newsletters sont très intéressantes et bien conçues. C'est un régal à lire. Un grand merci encore pour ta venue et à la prochaine pour le prochain livre peut-être.
Et c'est ainsi que s'achève cet épisode. Un grand merci à vous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et un commentaire sous la vidéo. J'aime beaucoup avoir vos retours. N'hésitez pas non plus à rejoindre ma chaîne, comme je l'expliquais en début, si vous souhaitez la soutenir. Je vous dis bien à dimanche prochain ou peut-être avant pour les nouveaux membres premium. Bonne semaine!